JPS Online, kwa pamoja tukupashe. Victoire pour la RDC. Rubio scelle la paix entre Congo et Rwanda. Chers amis, imaginez un instant. Après 30 ans de chaos, de conflits et de souffrances, un seul document pourrait-il changer le destin de millions de personnes? Aujourd'hui, à Washington, un événement historique se déroule sous nos yeux. La signature de la Déclaration des principes entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, orchestrée par le secrétaire d'État américain Marco Rubio. Mais derrière les costumes impeccables et les poignées de main diplomatiques, une question brûle. Est-ce vraiment la fin de la guerre dans l'est du Congo, ou juste un autre chapitre d'une saga sans fin? Restez avec moi, car ce que vous allez découvrir pourrait redéfinir votre vision de la politique africaine et du rôle des grandes puissances. Nous sommes le 25 avril 2025 et l'ambiance à Washington est électrique. Les projecteurs sont braqués sur le département d'État où Marco Rubio accueille deux figures clés. Thérèse Kayikwamba Wagner, ministre des Affaires étrangères de la RDC, et Olivier Nduhungirehe, son homologue rwandais. Cette cérémonie marque un tournant, fruit de mois de négociations ardues, notamment grâce à la médiation du Qatar. Mais au-delà des discours policés, il y a des vérités crues à dévoiler, des jeux de pouvoir à décrypter, et une histoire de résilience congolaise qui mérite d'être racontée. Commençons par poser le décor. L'Est de la RDC est un paradoxe. Une terre bénie par des richesses minérales inimaginables. Coltan, or, cobalt, mais maudite par des décennies de violence. Depuis les retombées du génocide rwandais de 1994, la région est un champ de bataille où s'entremêlent groupes armés, intérêts étrangers et luttes pour le contrôle des ressources. Au cœur de ce chaos, le mouvement M23, accusé par la RDC, les Nations Unies et plusieurs gouvernements occidentaux d'être soutenus par le Rwanda. Kigali, bien sûr, nie en bloc. Mais les rapports s'accumulent, les preuves s'empilent et la pression internationale s'intensifie. Alors, comment en sommes-nous arrivés à ce moment précis, où deux nations autrefois à couteau tiré signent un pacte pour la paix? Le problème, c'est que cette guerre n'est pas seulement une affaire de territoire ou d'ethnie. C'est une guerre par procuration, alimentée par des intérêts économiques colossaux. Les minerais de l'Est congolais sont le carburant de nos smartphones, de nos voitures électriques, de notre monde moderne. Et pendant que des multinationales engrangent des milliards, des milliers de Congolais fuient leur village, des enfants sont enrôlés comme soldats et des familles pleurent leur mort. La RDC accuse le Rwanda de piller ses ressources via le M23, tandis que Kigali rétorque que le Congo héberge des milices hostiles, comme les FDLR, liées au génocide de 1994. Les deux camps ont des griefs, mais les victimes, elles, n'ont que des larmes. Entrons maintenant dans le vif du sujet, la signature d'aujourd'hui. Thérèse Kayikwamba Wagner, la ministre congolaise, est une figure impressionnante. En mentionnant directement Olivier Nduhungirehe lors des préparatifs, elle a démontré une finesse diplomatique remarquable. Elle sait que chaque mot compte, chaque geste est scruté. Son attitude reflète la détermination de Kinshasa à reprendre le contrôle du récit. Mais de l'autre côté, Nduhungirehe a fait preuve d'une maladresse surprenante. En omettant de rendre l'appareil à Wagner, il a non seulement manqué une occasion de montrer du respect, mais il a aussi révélé une faiblesse dans son approche. Un ministre des Affaires étrangères se doit d'être un maître de l'étiquette, et cette omission pourrait coûter cher à l'image du Rwanda
sur la scène internationale. Mais au-delà des politesses, il y a une vérité plus profonde. Le président congolais, Félix Tshisekedi, a toujours affirmé que le véritable chef du M23 n'est autre que Paul Kagame, le président rwandais. Et aujourd'hui, en signant cet accord, la RDC semble dire au monde « Nous négocions avec le vrai patron ». C'est une victoire symbolique pour Tshisekedi, qui a promis à son peuple de mettre fin à la guerre. Mais est-ce une victoire durable? Pour répondre, il faut plonger dans les coulisses de cet accord et comprendre les forces qui l'ont rendu possible. L'un des acteurs clés de ce drame est un homme dont le nom revient sans cesse. Eric Prince. Oui, le fondateur de Blackwater, une figure controversée mais influente. Selon des sources proches des négociations, Prince aurait joué un rôle déterminant en convainquant l'administration Trump de prendre la RDC au sérieux. Imaginez la scène. Prince, armé de dossiers, de rapports de l'ONU et de données sur les drones et les armes utilisées par le Rwanda, dépose tout sur le bureau de Donald Trump. « Monsieur le Président, aurait-il dit, la RDC est un trésor, mais si nous laissons le Rwanda continuer, ce sera une catastrophe. » En 2 jours, dit-on, il a retourné la situation. Trump, connu pour son pragmatisme, a vu une opportunité. Sécuriser l'accès aux minerais congolais tout en affaiblissant l'influence rwandaise. Mais pourquoi Trump s'intéresse-t-il autant à la RDC? La réponse est simple, les minerais. Les États-Unis veulent réduire leur dépendance vis-à-vis de la Chine, qui domine le marché des matières premières critiques. La RDC, avec ses réserves colossales, est un partenaire stratégique. Et Trump, loin des subtilités diplomatiques de ses prédécesseurs, a opté pour une approche directe, forcer le Rwanda à se retirer et garantir la stabilité pour les investissements américains. C'est là qu'intervient Massad Boulos, le nouvel émissaire de Trump pour l'Afrique. En 2 mois, Boulos a accéléré les choses, rencontrant Tshisekedi à Kinshasa et plaidant pour un retrait total des forces rwandaises. Ses déclarations publiques, comme celle où il a exigé que le Rwanda cesse tout soutien au M23, ont mis Kigali dans une position inconfortable. Revenons à la cérémonie elle-même. La déclaration des principes n'est pas un simple bout de papier. Elle fixe un cadre pour la gouvernance régionale, la sécurité et le développement économique. Elle promet la fin des hostilités, le retrait des forces étrangères et une coopération pour exploiter le potentiel de la région. Mais soyons réalistes, les promesses diplomatiques sont fragiles. Le Rwanda, sous pression, a envoyé son ministre à Washington, mais Kagame n'est pas homme à céder facilement. Et du côté congolais, il y a des défis internes. L'infrastructure fait défaut, l'électricité est rare, les routes sont délabrées. Si les entreprises américaines s'installent à Goma ou à Lubumbashi, trouveront-elles la main-d'œuvre qualifiée sur place? Ou devront-elles se tourner vers le Rwanda ou la Zambie, ironiquement, pour combler les lacunes? C'est ici que le bât blesse. La RDC doit se préparer. Les Américains ne vont pas tout faire. Ils veulent voir un gouvernement congolais proactif, capable d'anticiper les besoins. Sinon, le risque est grand que les premiers emplois aillent aux voisins, que les bénéfices s'échappent et que la population locale reste sur la touche. Tshisekedi a une occasion en or, mais il doit agir vite. Les grands accords se signent aujourd'hui, mais leur succès dépendra de ce que Kinshasa fera demain. Maintenant, abordons un angle plus controversé. Certains disent que cet accord marque la fin de l'hégémonie rwandaise sur la RDC. D'autres vont plus loin, affirmant que c'est la fin des mensonges de Kagame, la soi-disant menace des FDLR, la prétendue marginalisation des Tutsis congolais, ou encore l'idée qu'une partie du Congo appartiendrait historiquement au Rwanda.
Ces récits, qui ont justifié l'ingérence rwandaise pendant des décennies, sont aujourd'hui mis à rude épreuve. Mais il faut être prudent. Accuser Kagame de tous les maux sans reconnaître les complexités ethniques et historiques de la région serait une erreur. La paix ne se construira pas sur des slogans, mais sur des compromis douloureux. Et puis, il y a la question des M23. Que deviennent-ils? L'accord reste flou sur leur sort. Vont-ils déposer les armes et s'intégrer dans la société congolaise? Ou seront-ils traqués, comme le suggèrent certains, par des forces comme celle d'Eric Prince? Blackwater, ou quel que soit le nom de l'entreprise aujourd'hui, a signé des contrats juteux avec les Américains. Si le M23 ne quitte pas le sol congolais, une intervention paramilitaire pourrait-elle être la prochaine étape? Cette perspective est à la fois séduisante pour ceux qui veulent la justice et terrifiante pour ceux qui craignent une escalade. Mais au milieu de ces intrigues géopolitiques, il y a un élément qui donne de l'espoir, la résilience du peuple congolais. Malgré les horreurs, les viols, les déplacements, les massacres, les Congolais continuent de croire en un avenir meilleur. Cet accord, s'il est respecté, pourrait marquer la fin d'une ère de désespoir. Il pourrait ouvrir la voie à des écoles, des hôpitaux, des emplois. Il pourrait rendre à la RDC sa dignité, si longtemps piétinée. Arrivons maintenant au moment clé de notre analyse. Ce qui rend cette signature si extraordinaire, ce n'est pas seulement l'accord lui-même, mais ce qu'il révèle sur le pouvoir de la vérité. Pendant des années, le Rwanda a nié son implication avec le M23. Mais face aux preuves accumulées, rapports de l'ONU, témoignages, données sur les armes, Kigali n'a plus pu se cacher. Eric Prince, avec son franc-parler, a mis les faits sur la table. Trump, avec son pragmatisme, a forcé la main. Et Tshisekedi, avec sa ténacité, a prouvé que la RDC pouvait tenir tête à un voisin puissant. C'est une leçon pour nous tous. La vérité, quand elle est soutenue par des actions, peut renverser des montagnes. En conclusion, mes amis, la signature de la Déclaration des principes est un moment de triomphe pour la RDC, mais aussi un avertissement. La paix est fragile, et le chemin vers la prospérité est semé d'embûches. Tshisekedi doit transformer cette victoire diplomatique en résultat concret pour son peuple. Kagame, sous pression, doit respecter ses engagements sous peine de sanctions internationales. Et nous, en tant que spectateurs, devons rester vigilants. Car l'histoire nous enseigne une chose. La liberté et la justice ne sont jamais acquises. Elles se gagnent chaque jour. Si cette analyse vous a fait réfléchir, ne vous arrêtez pas là. La situation en RDC évolue rapidement et d'autres révélations pourraient bientôt voir le jour. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et plongez dans notre prochaine vidéo pour découvrir ce qui se trame derrière les portes closes. À bientôt et restez éveillés. Mr. Secretary of State, Honorable Senator Marco Rubio, His Excellency Mr. Olivier Nduhungirehe, Minister of Foreign Affairs of the Republic of Rwanda, Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, today marks not an end but a beginning, a necessary step toward. Today marks not an end but a beginning, a necessary step towards peace taken with resolve and purpose. This moment carries particular weight for the Democratic Republic of the Congo. In Goma, in Bukavu, and beyond, the reality of displacement, insecurity and hardship continues. For us, the urgency of this initiative is not theoretical, it is human. We signed this declaration of principles not as a symbolic gesture, but as a political commitment, a reaffirmation of principles enshrined in international law, and most recently echoed in the UN Security Council Resolution 2773, a resolution calling for the immediate, unconditional, and verifiable withdrawal of all foreign troops from sovereign territory of the DRC. We are clear in the Great Lakes region, peace must come first, followed by the rebuilding of trust, and then, only when conditions are right,
the careful reopening of a path to meaningful bilateral cooperation. Too many past efforts have failed because sequencing was ignored and accountability postponed. Peace and development cannot rely only on good intentions. They must be built on responsibility, clear commitments, measurable timelines, and consequences for non-compliance. This is the only way to restore credibility, not just among states, but with the people who are waiting for peace to become real. The signature of today's Declaration of Principles heralds renewed hope. It reflects the U.S. resolve to complement and support regional and international efforts. This initiative brings accountability and draws the hard lessons from past efforts that have failed to materialize. So the good news is there is hope for peace. The real news, peace must be earned, and it will require seriousness, transparency, and sincerity. We welcome the leadership of the United States of America, a country that has shown steadfast support, consistent principles, and resolve in multilateral forums, especially within the United Nations Security Council. Mr. Secretary, Senator Rubio, I would like to express our deep gratitude. Dr. Boulos, also, your extensive consultations across the region have brought nuance, depth, and humanity to this process. And your presence today underscores that diplomacy must listen, understand the lived experiences of those most affected, and seek durable solutions. The Democratic Republic of the Congo recognizes and values this engagement of the United States. We are also encouraged by US-backed initiatives that promote secure mineral value chains and inclusive economic growth. These efforts reaffirm that peace and prosperity are inseparable. Each step towards stability is a step towards dignity, jobs, and schools. This is the promise of responsible investment and a principled partnership with the DRC, a country not only emerging from conflict, but also at the core of finding solutions to global challenges. To our countrymen and women in the Democratic Republic of the Congo, especially in the East, we know you are watching this moment with concern, with hope, and yes, with doubt. And you are right to do so. You have every reason to expect more than promises. You are entitled to actions that measure up to the suffering you have endured. We draw strength from your resilience, from your commitment to justice, and from our shared, unwavering belief that our sovereignty and our territory are not negotiable. We are a nation that honors its responsibilities, and we understand that history, geography, and yes, maybe even fate has given us the neighbors we have. The borders we inherited, as confirmed by the African Union, are permanent and will never change. But beyond these lines lie histories, families, and communities that bind us together. This shared heritage calls for maturity, restraint, and the wisdom to recognize that peace is not weakness, it is strength. Once again, we stand at crossroads, with peace within reach, and we, the Democratic Republic of the Congo, are determined to move forward, building on the lessons from the past. We stand as a nation dedicated to achieving lasting peace. We welcome the support of a strong partner by our side. And I voice the solemn hope that all parties will seize this opportunity, just as we, the DRC, have chosen to. Thank you. Of President Paul Kagame and the government of Rwanda, I want to start by thanking President Donald Trump for enabling a real change in the conversation on how to resolve the situation in the Eastern Democratic Republic of Congo, leading to the signing of the Declaration of Principles today. I thank Secretary Marco Rubio and the United States government for hosting us, and I commend the positive role played by Senior Advisor Masad Boulos and his team and other officials in the significant progress achieved thus far. Today, we are talking about the real issues, the root causes that must be addressed to achieve a lasting peace in our region. Those include, first and foremost, security, as well as the return of refugees. In addition, and very importantly, we are discussing how to build new regional economic value chains that link our countries, including with American private sector investment. Our goal is a secure region, free of violent ethnic extremism, which is well governed. Working together, our region can be an engine of prosperity for all our peoples, and indeed Africa as a whole. The Declaration of Principles opens the door to a definitive peace agreement, giving fresh impetus to ongoing efforts of the Africa-led process under the East African Community and Southern African Development Community,
as well as the Doha track, facilitated by the State of Qatar, where we have seen important breakthroughs in recent days. Our common aim is to conclude a comprehensive peace agreement as soon as possible. But there are no shortcuts or quick fixes, and we have to do the hard work to get it done right, once and for all. Rwanda is committed, and we are ready to continue working together with all the partners in of this initiative. Kwa habari za uhakika, michezo na burudani, subscribe JPS Online TV. Kwa pamoja tukupashe.